Je vous remercie d'avoir mobilisé ce temps qui est précieux pour venir échanger avec nous. Je pense que c'est important pour moi. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter, c'est écrit, mais voilà. Je suis Aurélie Pantel, je suis directrice de projet et coach interne à la direction interministérielle de la transformation publique. Et avec Thierry Vautrin, voilà, on anime le pôle coaching, on anime les communautés interministérielles de coachs et d'animateurs de co-développement. Je cite aussi notre collègue Juliette Fessini qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et donc, voilà. Moi, déjà, ce que je voulais partager avec vous, c'est l'état d'esprit dans lequel on travaille avec nos partenaires. Parce que Terres Inconnues nous a accompagnés tout au long de l'élaboration de cette webconf et dans l'animation aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un travail partenarial. Chaque webconf, on l'anime comme ça avec un de nos prestataires. Et voilà, pour nous, c'est vraiment important de mettre en avant cet esprit de collaboration, très, très transversal. Et j'aimerais bien que ce soit cet esprit-là aussi qui règne dans nos échanges. On est là pour explorer le thème du coaching d'organisation. J'en pratique un petit peu, je suis loin d'être une experte. Donc, j'ai vraiment envie d'apprendre, de découvrir, d'explorer avec vous. On n'est pas à la recherche d'une définition définitive de ce qu'est le coaching d'organisation. Donc, vraiment, je vous invite à partager vos questions, vos impressions, vos propositions. Et voilà, qu'on soit dans un esprit d'ouverture, de partage, d'apprentissage tous ensemble, de cheminement. Nous avons une audience assez diversifiée, parce qu'il y a à la fois pas mal de coachs, de coachs internes, de coachs externes aussi. Donc, merci de venir réfléchir avec nous. Et puis, on a des prescripteurs, des personnes qui conseillent, qui aident à mettre en place du coaching, et puis des clients potentiels. Et, voilà, ravis de l'intérêt que les uns et les autres vous nous portez. Pourquoi ce thème du coaching d'organisation? Parce que c'est un petit peu le cœur de l'activité de la DITP en matière d'accompagnement des organisations, de la transformation des organisations. Donc, on s'est lancé, Thierry et moi, avec l'appui de nos prestataires. On commence à avoir une petite idée de comment faire. On a commis des erreurs, on a eu quelques succès. Et voilà, et on avait vraiment envie de creuser avec vous tous la compréhension de ce qu'est le coaching d'organisation, à quoi ça sert, dans quel contexte on le met en place et comment ça se vit, qu'est-ce que ça permet. D'inviter aussi des managers à oser. Parfois, ça demande un petit peu d'audace de penser revoir un petit peu la profondeur, la culture de son organisation. Et voilà, on est dans une exploration, je le redis, c'est important pour nous. Thierry, je te viens présenter les participants, les intervenants à notre conférence. Oui, merci beaucoup Aurélie. Comme Aurélie, moi je suis vraiment ravi de votre participation, que vous preniez ce temps qui est tellement, dont on est tellement à la recherche aujourd'hui. On court tous après ce temps et passer 2 heures ensemble avec un nombre vraiment important de participants. Pour nous, ça nous réjouit, ça nous fait chaud au cœur, en tout cas, d'être là, de partager ce moment sur le coaching d'organisation et de voir que voilà, tout ce travail entrepris avec les uns les autres est aujourd'hui couronné de succès, parce que c'est un succès de vous voir et de participer ce moment avec vous. Juste vous dire que aussi, dans le cadre du coaching d'organisation, on n'y va pas seul, hein, on est avec des prestataires dans le cadre de notre marché interministériel d'accompagnement managérial, hein. Ce marché a été mis en place il y a 2 ans. Et pour monter ce webinaire, on a une chance incroyable, c'est de partager, hein, comme dans un coaching d'organisation, ce travail de préparation, mais aussi ce temps qui nous est imparti pendant ces 2 heures, en tout cas de partager nos expériences et
notamment sur la préparation. Et je remercie beaucoup à ce propos Terrain Connu, qui est l'un des 5 prestataires de ce marché interministériel pour le lot coaching, et en particulier Caroline Gerbert et Isabelle Nolen qui vont justement co-animer ce webinaire, mais aussi Étienne Lavis qui est derrière la manette sur les aspects techniques et qui nous permet en tout cas voilà, d'être ensemble, ainsi que Baptiste Ségurel qui est stagiaire à la DTP, qui nous donne un sérieux coup de main là aussi sur les aspects techniques. Donc merci beaucoup à tous les 4 d'être présents ce matin, et puis toute la communauté de Terrain Connu, bien sûr, qui est présente. Et merci à tous ceux qui vont intervenir. Caroline, peut-être alors oui, voilà. Ça, c'était la question. Et le coaching d'organisation, pour vous, c'est plutôt une routine, un rêve, un défi, un mystère ou un cauchemar? Donc, pour 3/4 d'entre vous, le coaching d'organisation est un défi. Et un peu un rêve, hein, pour certains. Bon, pour personne, visiblement, c'est un cauchemar. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Bon. Un défi, c'est plutôt stimulant. Ça fait peur, mais ça fait envie en même temps. Ouais. C'est très encourageant. Donc, je pense qu'on va passer. On va passer au menu. Vous allez entendre 2 témoignages. D'abord, le témoignage qui nous vient du ministère de la Transition écologique et solidaire, puis un témoignage d'Danone, où on va pouvoir confronter les approches. Et ensuite, vous aurez 20 minutes en petit groupe pour pouvoir vous poser des questions. Donc, pour reprendre ce que disait Aurélie, c'est vraiment un temps de débat. Ce n'est pas un temps où on a des certitudes. Vous voyez que c'est un défi. La définition du coaching des organisations qui sort du sondage, c'est que c'est un défi. Donc, probablement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la question, de l'exploration. Et on vous propose vraiment de garder cet état d'esprit d'exploration. Puis, on aura un temps de mise en commun des questions qui émergent de vos échanges en sous-groupe. Un moment d'étonnement avec Johan Olivier de l'agence Vraiment, qui est designer et passionné de science-fiction. Et puis voilà, on arrivera au bout des 2 heures assez rapidement, après une petite conclusion concoctée par nos amis de la DITP. Donc, le moment est venu. Le moment est venu maintenant de ce premier témoignage. Alors, Emmanuelle Gay, directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, des RIEAT. Son adjoint, Pascal Héritier, sont présents tous les deux. Ils ont accepté de venir témoigner de leur expérience de coaching d'organisation. Et Véronique Massenet, qui est déléguée ou à la délégation, responsable de la délégation au coaching et à l'accompagnement du changement au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, au sein du SPES, qui est donc une sous-direction. Peut-être que tu nous préciseras, Véronique, le statut du SPES. Donc, première question, Emmanuel. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques moments clés ton expérience du coaching d'organisation, sachant qu'en plus, tu as une longue expérience de coaching d'organisation. Voilà. Alors, en quelques mots, c'est quoi ton vécu? Oui, bonjour à tous. Et effectivement, je vous propose de partager mon expérience à partir de 2 moments distincts, de 2 expériences distinctes. La plus récente, c'est située en 2019-2020, au moment où j'ai eu à conduire la fusion de 2 directions régionales importantes en Île-de-France. Celle qui traitait d'aménagement de transport et celle qui traitait d'environnement. Alors, on était dans un contexte assez favorable parce que cette réorganisation faisait vraiment sens. Elle était portée par les 2 équipes de direction
qui s'entendaient bien, se connaissaient, s'appréciaient. J'avais pour ma part déjà une certaine expérience en termes de conduite de réorganisation de ce type et en termes de fusion de directions existantes. Donc, on partait vraiment d'un contexte très favorable. Pour autant, on s'est dit que c'était vraiment une démarche importante qui concernait au global 2200 agents et que même si on se disait qu'on avait déjà de bonnes bases, une expérience, qu'on pensait avoir déjà pas mal d'idées pour mener cette démarche, on s'est dit que justement parce qu'elle était importante, qu'elle concernait beaucoup d'agents, c'était en termes de responsabilité évident pour nous que notre responsabilité, c'était aussi de se doter des meilleurs accompagnements possibles et de rassembler toutes les conditions de réussite pour que non seulement, évidemment, on travaille bien au niveau des deux équipes direction, mais qu'on embarque bien aussi tout l'encadrement de la structure, les deux CODIR, ce qui faisait quand même plus de 30 personnes, l'ensemble des cadres et puis, in fine, les 2200 agents derrière. Et donc, c'est dans un contexte très favorable, comme ça qu'on s'est dit, voilà, pour nous, le coaching qu'on a mobilisé, c'est une sorte d'assurance qualité pour avoir un appui, un œil extérieur et conduire au mieux cette démarche, exercer au mieux derrière nos responsabiliser, à la fois nous sécuriser et puis offrir entre guillemets la meilleure animation, la meilleure réflexion qu'on le pouvait à nos équipes. L'expérience antérieure, elle était un peu contrastée puisque, alors c'était aussi une fusion, mais cette fois-ci de 3 directions dans le cadre de la réforme territoriale, pour ceux qui s'en souviennent, qui est intervenue, entrée en vigueur en 2016, mais qu'on a dû préparer en 2015-2016 un peu à marche forcée. J'étais à l'époque à Metz et donc on avait la fusion de 3 directions de Champagne-Ardenne à l'Alsace, dans quelque chose qui n'était pas du tout évident géographiquement. Le sens n'était pas non plus très perçu et vous avez suivi depuis les évolutions de l'Alsace. Et on avait du coup voilà, une démarche à mener très rapidement où on avait pu avoir un accompagnement un peu express pendant la démarche et puis on était sorti de cette fusion avec un CODIR un peu essoré entre guillemets par tous les travaux qu'il avait fallu mener très rapidement. Et là, dans cette deuxième expérience, ce qui a été le plus marquant, c'était finalement l'intérêt du coaching au sortir finalement d'une démarche menée à marche forcée pour prendre un temps de reconstituer finalement les énergies de chacun et in fine en sortir avec un groupe de CODIR, un collectif hyper soudé, ayant partagé une expérience forte, ayant appris à communiquer et ayant trouvé une qualité d'échange et une cohésion très forte et étant in fine voilà, redynamisé pour toute la suite après une épreuve assez intense pendant quelques mois. Est-ce que concrètement, tu peux nous dire en quoi ça consiste? Ça a consisté, le coaching d'organisation, parce que c'est peut-être un peu... Alors, il n'y a pas eu beaucoup de réponses sur le fait que c'était mystérieux, mais enfin, quand même. Concrètement, c'est quoi de faire du coaching d'organisation par rapport à du coaching, à l'idée générale qu'on se fait du coaching? Est-ce que tu peux nous décrire ça? Alors, d'abord, c'est quelque chose qui s'adresse à un collectif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là à 2 aujourd'hui, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'adresse uniquement à une personne. C'est un accompagnement à une équipe et dans les 2 cas, je dirais, mais notamment plus récemment, une équipe de pilotage de cette démarche de fusion pour nous aider collectivement à nous poser les bonnes questions sur la conduite du projet, prendre du recul, nous assister aussi dans l'animation de certaines réunions plus larges vis-à-vis des 2 CODIR ou enfin, principalement vis-à-vis des 2 CODIR avec donc une trentaine de personnes et pour nous aider aussi à prendre du recul sur ce qu'on faisait. Donc une interaction entre l'équipe de pilotage, principalement l'équipe de pilotage
du projet. On était autour de 7-8. Et puis, l'équipe des coachs qui sont intervenus en fonction vraiment de nos besoins pour qu'on leur raconte, ben voilà, nous on en est là, on prévoit de faire ça, etc. Et qui nous questionnent sur est-ce que vous avez pensé à ça, comment est-ce que vous voyez ça, est-ce que la finalité, vous êtes au clair sur la finalité, est-ce que vous attendez de telle réunion, de telle étape, et est-ce que finalement on garde toujours bien en vue nos finalités et nos grands enjeux dans le déroulé sans qu'on bascule trop le nez dans le guidon à un moment ou à un autre. Donc j'entends qu'il y a à la fois la dimension concrète, puisque c'est accompagner dans le réel votre travail d'équipe, mais aussi garder un œil sur l'horizon. C'est ça, c'est ce double apport. Alors, je pense qu'il y a une caractéristique intéressante avec le ministère, c'est que c'est des prestataires externes, mais pas que, c'est ça? Ou est-ce que tu peux nous raconter qui sont ces coachs-là qui sont intervenus, comment cette équipe se constitue? Donc pour la dernière expérience, on avait effectivement un trinôme avec effectivement un coach interne. Du coup, l'intérêt, c'est que la connaissance du ministère et de nos enjeux et également de la culture qui est la nôtre, elle est déjà présente. Et en l'occurrence, c'est voilà, en partie aussi quelqu'un avec qui on avait déjà travaillé antérieurement. Donc, on va très vite pour démarrer, même s'il y a une première étape qui porte sur une bonne expression des besoins, qui est assez fondamentale pour ensuite s'ajuster au mieux. Mais il y a voilà, un gain de temps important lié au fait de déjà bien se connaître, et puis une mobilisation effectivement de coachs externes en appui, à la fois d'un côté sur le registre assez opérationnel, effectivement, de la conduite de la démarche et de l'animation des réunions, et puis un registre plus en recul sur finalement la conception de notre système de pilotage, hein, puisque il ne s'agissait pas uniquement pour nous de construire une nouvelle organisation. Je veux dire, parfois, ça peut paraître le plus compliqué, mais finalement, ce n'est pas le plus compliqué. L'organisation ne fait pas tout dans le bon fonctionnement d'une structure. Ce qui compte tout autant, c'est le pilotage stratégique, et à une certaine échelle, ça nécessite une réflexion particulière, et ça a été aussi voilà, un appui en externe sur ce registre. Et la durée, tu peux, en tout cas pour la dernière expérience, je crois qu'il y a une longue durée, alors due au Covid, mais... Tout à fait. Alors, la dernière expérience a été un peu entrecoupée par le Covid, puisque normalement, on devait mettre en route cette fusion dans l'espace d'1 an. Et puis, le Covid est intervenu au milieu, donc on a mis la réorganisation en pause de façon à la fois gérer le Covid d'un côté et puis éviter de faire les choses sans que les gens puissent s'approprier la démarche. Et donc, finalement, on a eu une démarche qui s'est étirée sur l'année 2020, et où l'équipe de coaching nous a aidé justement à aussi définir et retrouver le bon rythme après une période de pause, ce qui n'était pas évident. Par contre, quand on dit voilà, sur cette période 2019-2020, c'est évidemment avec des périodes d'échange à certaines étapes clés qui peuvent être plus intenses, et puis des périodes de pause ou des périodes où on travaillait nous de notre côté sans qu'il soit nécessaire d'avoir des interventions en continu. Du coup, tu souhaitais, alors comme tu es venu avec Pascal, héritier Pascal, est-ce que tu peux nous dire que de ton point de vue d'observation et de contributeur à cette démarche et participant à cette démarche, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience de coaching d'organisation sur votre collectif et sur votre équipe? Alors, deux grands points, je dirais, principaux. Le premier concerne effectivement le sujet de la temporalité. Emmanuel a rappelé la durée de process par rapport à la crise Covid qu'on a vécue au milieu de notre chemin vers la fusion. Et moi, ce que j'ai retenu en particulier, c'est
de pouvoir avoir un temps de réflexion sur le moment où on se trouve, avec l'apport des coachs pour arriver à se poser. La fameuse prise de recul qui n'est pas, pour moi, du coup, dans le vécu, juste une formule de coach. J'ai le souvenir d'avoir à un moment dit dans l'équipe que j'avais l'impression d'être toujours en retard par rapport aux différentes attentes qui pouvaient être exprimées par les équipes, qui avaient un légitime besoin de visibilité, d'anticiper et de toujours être en train de répondre, mais qu'il y avait déjà une autre question derrière. Et là, l'apport a été par les coachs d'arriver à relativiser pour montrer que il y avait des choses de fait, arriver à bien regarder là où on en était. Donc ce point était un apport très important et c'est pas évident du tout d'être toujours bien quand on est dans cette action, dans la conscience du moment où on se trouve et en particulier de l'enjeu de l'étape suivante qu'il faut pas louper. Et là, ce qu'on a eu comme élément positif, c'était des échanges nous permettant de taper la balle, comme disait un des coachs, pour pouvoir dans une discussion un peu à bâton rompu sur le moment où nous on se trouvait en termes de constat, qu'est-ce que les coachs pouvaient nous renvoyer avec ce regard externe pour arriver à bien comprendre et à analyser ce qu'il fallait faire. Et il y a eu des moments avec un appui très, très fort, nous permettant de prendre conscience qu'il fallait à un moment lever le pied par rapport au fait que comme la situation s'éternisait avec la crise sanitaire, on avait l'envie d'avancer plus vite. Et en fait, il y avait vraiment un moment sur lequel les coachs nous ont fait une alerte en ayant été dans l'animation d'un groupe de travail, parce que sur la durée, ils avaient appris à connaître les équipes et il y avait une confiance réciproque. Et en fait, à ce moment-là, ils nous ont signalé qu'il y avait quelque chose d'inhabituel par rapport aux périodes précédentes, une inattention des équipes et qu'il fallait qu'on se reporte vraiment sur autre chose et un rythme différent pour, tout en gardant la dynamique, ne pas perdre des gens en route et comme disait Emmanuel, bien constituer une équipe de CODIR en particulier qui reste dans l'efficacité. Et alors juste, on continue la balle, de prendre la balle du ministère, Véronique Massenet. Donc toi, tu as supervisé l'arrivée des coachs dans cette démarche-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle que tu as joué dans ce dispositif-là? Et puis après, peut-être dans un deuxième temps, nous dire comment vous faites au ministère depuis les années que vous faites du coaching d'organisation. C'est quoi vos modes opératoires? Comment vous vous y prenez? Oui, alors effectivement, je pense que les équipes du ministère, les équipes, les services du ministère aujourd'hui nous ont bien identifiés. Du coup, il y a une forme de fluidité dans les sollicitations des demandes qui se font assez naturellement. Donc typiquement, alors je me souviens plus exactement, Emmanuel, tu m'en excuseras si c'était pas exactement le processus qui a été suivi, mais on était en 2019 dans un temps où le pôle ministériel était de toute façon dans un contexte de transformation importante. On était dans le plan de transformation ministérielle et donc il était bien clair déjà, j'allais dire dans la feuille de route du pôle de coaching, dans les attendus qui avaient été exprimés par la secrétaire générale, par du coup le chef du service du SPES, qui est le pôle de transformation du ministère, que notre attention et notre énergie devaient être placées aux côtés des équipes qui allaient avoir à mener ces transformations-là, bien sûr au même titre que d'autres enjeux qui se manifestaient dans le même temps, l'innovation, le management et d'autres enjeux stratégiques pour le ministère. Donc typiquement, dans ce moment-là, les directeurs usuellement, comme Emmanuel, me saisissent et disent, voilà, on réfléchit à la façon, on est en train d'envisager et de se préparer à une transformation. Du coup, déjà, te signaler ça pour le mettre sur ta feuille de route, sur ton plan de charge. Et puis, du coup, on reçoit cette demande, on commence à itérer avec le commanditaire et puis aussi à positionner, et souvent on y réfléchit en interne, au sein de l'équipe de coach interne, sur quel pourrait être le bon dispositif pour accompagner telle ou telle transformation dont on connaît, dont on a déjà pu
prendre la température dans de premiers temps d'échange avec le commanditaire. Et du coup, sur cette base-là, on imagine un dispositif de coaching qui est en fait la pratique du ministère. C'est effectivement beaucoup sur les coachings d'organisation de procéder avec des propositions de binomage interne-externe. C'est toujours des propositions, mais c'est à l'usage, c'est vrai que ça a été extrêmement apprécié des bénéficiaires en fait, qui trouvent cet équilibre, hein, c'est ce qu'on nous renvoie en tout cas, cet équilibre entre une connaissance du ministère qui fait gagner beaucoup de temps à la démarche et puis l'apport externe qui permet d'avoir vraiment cette profondeur de champ, ce recul, et puis aussi, j'allais dire tout simplement une capacité d'accompagnement à la taille des enjeux sur lesquels on est sollicité. Donc voilà, donc ce processus, cette demande entre, on y réfléchit en collectif, et puis on fait une proposition, et puis la démarche s'enclenche avec le bénéficiaire qui est bien sûr toujours en position de dire si ça lui convient bien. Il y a tout ce travail qui prend son temps et qui prend son temps de façon complètement ajustée, de rencontres, du coup d'analyse et d'approfondissement de la demande, et puis de propositions. Et à tout moment, le bénéficiaire nous fait part de son ressenti, et c'est complètement OK. Parce qu'on est là vraiment pour répondre aux besoins qui à chaque fois est spécifique. Alors, dans notre entretien, à tous les trois, là, tous les quatre, quand on a préparé, quand je vous ai posé la question du budget, on est très vite arrivé à justement cette question de l'ajustement. Et Pascal et Emmanuel, ça m'intéresserait que vous repreniez ces idées, et Véronique, peut-être les trois. Enfin, je vous laisse peut-être Pascal ou Emmanuel commencer. On a parlé de cette question de la juste intervention et de vraiment de n'actionner les coachs qu'à des moments très précis. Comment vous en parlez? Je pense que ça serait intéressant de partager ça. Emmanuel? Alors Pascal, ouais. Oui, on a effectivement vécu cet aspect de l'accompagnement par un chemin vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'on est vraiment resté en charge du process, et ça a vraiment été un accompagnement au plus juste des besoins, c'est-à-dire avec une image, hein, c'est pas du quotidien, mais sur l'ensemble du processus, c'est ponctuel. Et on avait effectivement très facilement, comme Véronique le soulignait, la possibilité en gros de se signaler et de dire là on va avoir un besoin d'échanger. On a réfléchi au stade où on se trouve et voilà ce qu'on envisageait, mais de pouvoir en parler et ceci adapté à un moment donné. Et moi, j'ai vraiment ressenti le fait que les coachs étaient à la fois présents, et donc c'est extrêmement confortable de pouvoir faire appel à eux, mais d'un autre côté, ils se rendent dispensables et ils nous ont autant accompagnés qu'à certains moments lâché la bride pour, dans l'animation des réunions, ou être là au premier COMEX, mais pas au deuxième, pour que évidemment on prenne aussi notre autonomie et que l'on puisse par contre faire appel à eux vraiment quand c'était nécessaire. Moi j'ai vraiment vécu ça. Y compris en vous disant vous n'avez pas besoin de nous là, c'est ça? Oui, c'est ça. Et oui, il y a vraiment eu des moments en particulier dans l'animation, le copil fusion que l'on avait, au cours desquels les coachs étaient présents au début, et finalement à un moment donné, avec un temps de se poser pour revoir ce dont on avait besoin, à nous dire mais là finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir vous apporter, parce qu'en même temps on ne fait pas le secrétariat de la réunion du copil, ce qui est un élément pourtant déterminant, mais il faut le faire à votre niveau et effectivement à s'effacer en quelque sorte par rapport au moment où il n'y avait pas un besoin de présence très régulière. Par contre, la possibilité d'une présence avec ce regard externe qui parfois a aussi été nécessaire et pour lequel on a eu besoin de les mobiliser.
Ouais, merci beaucoup de ce témoignage. Dans le temps après les ateliers, vous aurez l'occasion peut-être de réapporter quelques points de vue par rapport aux questions qui vont émerger. Et donc, je passe la parole à Isabelle pour que vous puissiez entendre le témoignage cette fois-ci de l'expérience de Danone et de Ariel Janton. Voilà, eh bien, d'accord. Bon, on a eu un petit réglage technique, mais je pense que maintenant c'est bon. Oui, ça nous a semblé intéressant dans cet échange aujourd'hui de voir en quoi le coaching d'organisation, l'accompagnement des transformations dans les organisations pouvait être similaire ou différent, spécifique entre l'univers de la fonction publique et l'univers du privé. Et nous remercions Ariel Janton de venir témoigner à ce sujet maintenant. Ariel, donc tu es dirigeante, tu es DRH au sein du groupe Danone et tu es cofondatrice du pôle coaching interne du groupe Danone. Je sais que tu as accompagné de nombreuses réorganisations depuis des années maintenant, et majoritairement en co-facilitation, comme d'ailleurs ça a été évoqué juste précédemment, en co-facilitation entre coach interne et coach externe. Donc, ça nous intéresse maintenant que tu nous racontes un petit peu, compte tenu de ce qui a été évoqué par l'équipe précédente de la fonction publique, qu'est-ce qui te vient à l'esprit sur les similitudes que tu observes entre cette expérience au ministère de l'Environnement et dans ce que toi, tu as pu expérimenter dans le groupe Danone? Merci d'abord de m'avoir sollicité. Quand tu m'as sollicité, Isabelle, je me dis, mais elle veut que j'explique le coaching d'orga et en fait, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Et en même temps, j'ai l'intuition que je le pratique. Donc, je viens avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup pour le témoignage précédent. En fait, la fonction publique, c'est quelque chose que je connais mal et j'ai été surprise d'être dans un vocabulaire qui m'est familier. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait des différences fondamentales. Plusieurs choses m'ont frappé dans ce que vous avez dit. C'est la question du juste budget. C'est quand et comment utiliser et pourquoi utiliser le coaching et en complément de quoi. Et ça, je trouve que c'est une belle question. Chez Danone, on a écrit en fait dans la politique de coaching que il nous semblait bien d'utiliser le coaching en complément de tous les autres savoir-faire RH. Danone est structuré depuis toujours et c'est dans l'ADN avec des grosses équipes en charge de la transformation, donc plutôt le design d'organisation et la conduite du changement. Donc, il y a un savoir-faire interne énorme. Et il y a aussi des gens en charge des talents. Donc, le coaching, il vient pour quand la situation est particulièrement complexe et ou quand il y a une énorme marche à franchir, ou les deux. Et ça peut venir sur de l'individuel. Quand un leader est un peu jeune, juste dans son poste, le coach va venir l'accompagner pour monter plus vite la marche. Et ça peut être aussi dans des contextes business complexes, comme des crises business, des turnarounds, voilà, des grands moments de vie des organisations ou des gros changements d'organisation. Sur la juste contribution, je pense qu'on a vraiment la philosophie de donner la main le plus possible aux dirigeants et de s'effacer, vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, de s'effacer dès qu'on peut. Donc, on est vraiment dans une logique d'autonomiser les gens qui sont aux manettes du business ou de la fonction, peu importe, et de n'être là que de manière ajustée. Voilà. Chez Danone, la spécificité sur le pôle coaching, en fait, c'est qu'on a pris le parti de se centrer sur l'accompagnement des dirigeants, contrairement à d'autres organisations qui ont plutôt réservé le coaching interne à l'accompagnement des managers. Chez Danone, on s'est centré sur les dirigeants parce que c'est eux qui ont le plus gros effet de levier sur les transformations. C'est eux qui sont aux manettes. La deuxième particularité, c'est qu'on fait essentiellement du coaching collectif et on va compléter par du coaching individuel quand c'est nécessaire.
Et le dernier parti pris, là où on vous rejoint totalement, c'est qu'on a une foi absolue dans la magie de l'interne-externe pour avoir le meilleur des deux. Ok. Et, D'accord. voilà. Et sur le coaching d'équipe, on combine toujours le coaching individuel du leader et le coaching de l'équipe parce que, en fait, pour que la transformation advienne au niveau du business, ça passe par une transformation des énergies et la transformation de l'équipe ne peut se faire que si le leader se transforme lui-même, c'est-à-dire va changer ses manières d'être et de faire. S'il est là en espérant que l'équipe se transforme et lui en restant exactement le même, on n'ira nulle part. Et ça peut même mettre l'équipe en difficulté. Et si le leader est prêt à se transformer, mais que l'équipe ne suit pas, on a un décalage qui fait que le système ne peut pas bouger. La place du leader, donc d'où le choix que vous avez fait dans cette organisation d'accompagnement des leaders en priorité. Et en même temps, tu dis, c'est quand même tout un arsenal derrière, toute une combinaison de savoir-faire RH, individuel, collectif. Donc, la question qui me vient, c'est comment s'opère le choix de cette répartition des savoir-faire? La courroie de transmission, chez nous, c'est les équipes transformation. Donc, on va venir à la marge et on travaille du coup, on est en discussion régulière avec eux en sachant voilà, qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous voyez les difficultés. Donc, on fait une espèce de, excusez-moi, j'utilise plein de mots anglais parce que je travaille en anglais, de screening, en fait, de repérage des endroits clés de l'organisation à un instant T. Quand on travaille sur des grands changements d'organisation, c'est simple, parce que l'organisation, on connaît le périmètre du changement d'organisation et on sait où sont les grands enjeux. Donc là, après, on va faire une évaluation un peu plus qualitative en croisant le profil des leaders en place et la complexité de la transformation. Donc, quand le leader est un peu jeune, quel que soit son âge, et que c'est hyper complexe, systématiquement, on va proposer du coaching. Quand le leader, quand soit le leader est un peu jeune, soit le contexte est un peu complexe, on va aussi proposer du coaching. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire les arbitrages, y compris les arbitrages budgétaires, pour savoir où investir l'argent de Danone en coaching. C'est toujours des propositions, c'est-à-dire qu'on n'intervient que quand il y a une demande. Donc, par exemple, on dit voilà ce qu'il y a à votre disposition et on attend que les gens viennent à nous, en fait, toujours. Donc, notre enjeu, c'est de communiquer suffisamment pour donner envie, parce que ça ne marche pas sinon, en fait. D'accord. Voilà. Et on ne prend la demande que des patrons, c'est-à-dire que le RH peut promouvoir le sujet, mais si la demande n'est pas vraiment explicite de la part du patron, on n'y va pas. Je dis on n'y va plus parce que personnellement, moi, j'ai mis beaucoup d'énergie sur des histoires qui ne valaient pas la peine. Parce que quand le patron n'est pas prêt à se remettre en question, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, peu de résultats. Je ne fais plus. C'est important ce petit que tu évoques. Et quand tu parles d'expérience, est-ce qu'il y en a une que tu auras envie de partager où justement toutes les conditions étaient réunies et effectivement, voilà, ça a pu donner le résultat escompté? Alors, je crois que toutes les conditions ne sont jamais réunies. J'ai oublié ce concept, ça n'existe pas. Donc, on est plutôt, quand plusieurs conditions sont réunies, il faut y aller. Oui, il y a une expérience que j'ai trouvée fabuleuse qui restera, que j'aurai toujours en mémoire. Hein. Elle est assez ancienne, elle était en 2017. Danone est connu pour ses produits frais, donc les yaourts. Et en 2017, il y avait une crise business énorme. Le marché était en décroissance, enfin Danone était en décroissance partout. Et en même temps, il y a eu un projet de réorganisation où on est passé de 26 business units à 9. Donc 26 comités de direction à 9. Vous voyez un peu comment on a coupé des têtes à l'époque. Et surtout, ce que ça a donné, c'est que,
dans une business unit, on est passé d'un pays à plusieurs pays. Donc, on est allé chercher de la diversité multiculturelle. Donc, l'enjeu, c'est comment on fait travailler ensemble des gens qui ont vraiment des cultures et des réalités business différentes. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai accompagné l'Europe de l'Est. Il y avait 13 pays, dont des pays qui, historiquement, étaient plutôt ennemis. Donc, un enjeu multiculturel et de manière concomitante, un moment de Danone où on a fait un effort de centralisation. Donc, ils ont notamment créé des structures marketing centrales très fortes qui ont pris la main sur le pouvoir des pays. Donc, là, on était dans le méga complexe. Ça touchait à peu près 15 000 personnes. Et là, du coup, on a monté un dispositif où il y a eu d'une part l'accompagnement du directeur général de la zone et de son board Europe. On a fait un kick-off, un démarrage, où on a mis dans la même salle physiquement 90 personnes qui étaient tous les comités de direction de l'organisation cible. Tous ensemble pour qu'ils vivent la même expérience 2 jours, avec un enjeu qui était comment, pour mieux démarrer, on va prendre le temps de clôturer le passé, c'est-à-dire prendre le temps de dire de quoi les gens étaient fiers, qu'est-ce qui avait été difficile, quels avaient été les échecs, et avec une seule question, qu'est-ce que vous avez appris de tout ça, que ce soit en termes de business ou en termes de façon de travailler. Donc voilà, on leur a fait un sac à dos de fierté et d'apprentissage qu'ils allaient pouvoir embarquer dans la nouvelle aventure. On a fait une deuxième chose, c'est qu'on a pris le temps de recréer du lien, donc de supprimer un peu les images qui traînaient derrière les titres, ou de lui il vient de machin, lui il vient de machin, et prendre le temps de la relation, de révéler la diversité en présence et de trouver du plaisir à « Ah ben ouais, ah mais chouette !» Voilà, donc on met beaucoup d'attention sur la relation. On n'a à l'époque pas travaillé sur une vision commune, je vous expliquerai pourquoi, mais on les a mis au travail sur 2 sujets. Que chacun d'entre eux travaille de manière concrète, donc par équipe, sur leur plan de démarrage des 100 premiers jours. Et on les a mis au travail sur des projets transversaux qui étaient des facteurs clés de succès de cette synergie. Donc ça, c'était un kick-off. Il y a eu un avant, un après. On est rentré dans la salle, les gens avaient des épaules fermées, étaient tristes, il y avait de la honte dans l'air, de la honte d'avoir échoué pendant les dernières années. Ils sont ressortis avec une énergie incroyable. Donc, l'énergie positive, elle est contaminante. Ouais. Et suite à ça, l'équipe Europe a été accompagnée dans la durée par une paire de coachs, donc sur 9 mois. Et on a proposé à chacun des pays d'être accompagnés, pour ceux qui le voulaient, d'être accompagnés dans la durée. Donc, moi, j'ai accompagné sur une année toute l'équipe Europe de l'Est, par exemple. En parallèle, je vous ai parlé des marketeurs qui prenaient une place aux locaux. J'ai fait un travail d'accompagnement avec les équipes marketing sur un sujet hyper sensible, c'est qui avait le dernier mot sur quel type de décision. Donc, on n'était pas du tout sur les racis, on était sur expliciter le niveau de pouvoir qui était en centrale et le niveau de pouvoir qui restait en local, avec un enjeu qui était de passer d'un esprit de guerre, de ressentiment, de méfiance réciproque, à comment on va pouvoir co-construire ce truc-là, puisqu'il n'y a pas de vérité. On fait du nouveau et comment on va pouvoir dire. Ça a pris 3 séances d'une journée. Et au cours de laquelle, moi, j'ai repassé la main à l'organisation. Parce qu'après, c'est de la méthode, c'est facile à faire. Mais d'établir un climat de confiance, ça, c'est faisable que par des coachs. Bon, c'est vraiment très riche ce que tu évoques, Ariel. Et je crois qu'on pourrait continuer longtemps à écouter cette belle histoire parce que moi,
Je trouve ça très, très stimulant. Comme on aimerait pouvoir poursuivre le partage tous ensemble, on va malheureusement arrêter là. Et je te remercie beaucoup. Moi, j'ai entendu des moments, des facteurs clés très importants, notamment au niveau de l'engagement de la direction, mais aussi de ce moment fort de lancement, avec ce sac à dos de fierté, ce plaisir de la relation. Merci beaucoup, Ariel, pour ton témoignage. Et je propose que, Caroline, tu prennes la suite. Voilà. Pour je prends la suite. Alors, je vais juste faire une petite virgule parce que Véronique Masté, en t'écoutant, voilà, tu voulais ajouter un petit message complémentaire de la réaction de Pascal de tout à l'heure. Je pense que c'est important que tu le signales. Et, je suis vraiment ravie d'entendre parler de ces expériences, aussi bien celle de Danone que celle d'Emmanuel et Pascal. Peut-être le petit complément que j'avais envie d'apporter, c'est que c'est vrai qu'en démarrage avec cette expérience, on a pas mal parlé de coaching d'organisation au sens de transformation des organisations. Et j'avais envie de dire qu'aujourd'hui, la réalité de ce sur quoi on nous mobilise est vraiment très vaste, voilà, il y a une grande étendue de sujets sur lesquels on nous mobilise avec, j'allais dire, cette casquette que je ne sais pas non plus très bien définir comme Ariel de coaching d'organisation. Et j'avais envie d'apporter cette tonalité-là dans la réunion, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on nous mobilise voilà, dans ces moments-là qui sont clés pour les organisations où il y a des attentes fortes d'évolution de l'organigramme, mais on nous mobilise aussi en ce moment de façon très manifeste sur tous les enjeux des collectifs, les enjeux finalement d'évolution culturelle, de créer des collectifs plus soudés, plus capable de s'ajuster aux circonstances. Voilà. Et on a beaucoup de sollicitations autour des problématiques managériales, de posture, avec des choses très, très innovantes qui se font, avec des parcours qui mélangent la réflexivité, les espaces de pair où les gens se soudent, prennent la mesure de ce qu'ils vivent, les mêmes expériences, et à la fois peuvent apporter des regards différents. Et du coup, ça fait bouger les lignes et les cultures des institutions. En ce moment, on a beaucoup, par exemple, dans les chantiers, on a des questionnements comme comment passer d'une posture qui était très régalienne et de contrôle vers quelque chose qui est aussi beaucoup plus dans l'accompagnement des acteurs. On est par la définition des missions du ministère, beaucoup sur des enjeux complexes où il faut mélanger les regards. Par exemple, je ne sais pas, quand on fait une infrastructure, il faut pouvoir y inclure des enjeux de biodiversité. Enfin, on est sans arrêt à la croisée des chemins. Du coup, il y a besoin de se parler différemment, de construire des projets différemment en interne, déjà, et dans des partenariats différents avec l'externe. Et on est très sollicité sur ces changements de culture et sur beaucoup de projets d'innovation. Pour n'en citer qu'un, on a lancé par exemple récemment, en lien avec le service du numérique, un projet d'accompagnement des porteurs de communautés. Donc, sur les enjeux de développement durable, on travaille beaucoup avec des acteurs multiples. Or, une communauté, le fonctionnement d'une communauté, c'est aussi un vrai métier. Comment on donne du sens à la communauté, comment on engage les acteurs de la communauté, comment on crée aussi, comment ils deviennent acteurs, comment on organise des points de rendez-vous, comment on communique sur les intentions de la communauté. Voilà. C'est le genre de choses sur lesquelles je pense que ce que je voulais dire par là, c'est que le coaching d'organisation, en fait, recouvre des problématiques et des réalités très diverses. Et je crois que mon constat, c'est que autour de cet enjeu humain, en fait, et je me retrouve vraiment dans ce qu'a dit Ariel, je crois qu'il y a une énergie qui se dégage, en fait. Quand on parle, bien sûr, parfois, il faut modifier les organisations, les processus, et il n'y a pas de tabou là-dessus, y compris dans le coaching d'organisation. Mais si on aborde le problème, la problématique uniquement par cet angle-là, alors parfois, ça vient... on voit dans les collectifs, on le voit, ça vient quelque part, il y a une énergie du collectif qui peut s'amenuiser. Alors que si on met vraiment l'humain en co-créateur
du projet qui est en train de se dérouler, que ce soit pour un projet d'organisation ou que ce soit pour une nouvelle approche managériale, une nouvelle approche du rayonnement de nos postures, y compris quand on est, comme le ministère de l'écologie, aussi porteur de projets de société. Je crois que vraiment, on touche quelque chose de très juste, qui est l'énergie humaine mise au service d'un projet collectif. Et je crois que c'est ce que je voulais rajouter sur le coaching d'organisation. Merci Véronique. Donc, on a un peu l'œil sur le temps parce qu'on voudrait quand même que les uns et les autres, qu'on puisse constituer des groupes qui permettent justement d'aller noter ce qui vous a touché. Alors, la séquence maintenant, c'est de vous téléporter en sous-groupe aléatoire. C'est ce qu'on pratique, par exemple, qu'on appelle la table apprenante, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que vous avez appris de ces témoignages et qu'est-ce qui vous marque. Alors, avant de rentrer dans ces sous-groupes, il y avait deux choses une première chose que j'avais envie de vous rappeler, qui était important de vous rappeler, c'est que l'idée, c'est pas de débattre, mais c'est vraiment de croiser vos regards et les ressentis et les échos que vous avez perçus. On a vu quelques messages apparaître dans le chat et des commentaires apparaître dans le chat. Donc, prenez le temps de l'écoute et du partage. C'est pas un débat, donc prenez vraiment le temps de partager cette parole. L'autre règle, c'est peut-être veillez aussi à ce que tout le monde puisse s'exprimer parce que les participants, vous êtes un public assez mixte. Il y a des coachs, il y a des managers, il y a des dirigeants. Donc, profitez-en pour vraiment entendre la variété des points de vue et des ressentis surtout. Je vais vous partager les consignes. Donc, pour ceux qui ont leur téléphone à côté, peut-être vous pouvez prendre en photo la consigne que je vais vous partager. Vous avez 20 minutes et il y a deux questions. La première que je vous partage tout de suite. C'est parti. Donc, la première question, c'est à tour de rôle, après vous êtes présenté évidemment, mais sans juste très très rapidement, c'est surtout prenez vraiment 2 minutes pour dire, après avoir entendu tout ça, pouvez-vous partager une phrase, je compléterai une idée qui vous a le plus marqué, ou marqué eux. Et puis au bout, à mi-parcours, on vous enverra la deuxième question qui est, aimeriez-vous trouver une réponse concernant le coaching d'organisation dans l'administration? Et donc, peut-être, là, je vous mets la taille de l'image pour que vous puissiez prendre en photo. Après ça, vous pourrez partager les questions dans le chat et nos invités pourront commenter, donner des éclairages par rapport à ces questions-là. On est vraiment sur un temps de questionnement à l'image de ce qu'est le coaching, qui est l'art de la juste question, ou pas juste d'ailleurs, mais en tout cas l'art de la question. Et à la fin de ces 20 minutes, on vous invite à noter une question que vous avez envie de partager en plénière. Essayez de vous mettre d'accord dans ce petit groupe aléatoire qui se créera pour pouvoir la partager dans la plénière d'ici 21 minutes maintenant. Et pendant le moment où vous allez aller en sous-groupe, je vous invite vraiment à prendre un petit temps d'intériorité, à vous dire vraiment quelle est une idée, une phrase, quelque chose qui m'a vraiment marqué dans les récits entendus. Donc, il y a plusieurs questions autour de la mobilisation du dirigeant, parce qu'on voit que c'est un facteur déterminant. Et donc, et que le choix a été fait notamment chez Danone, comme tu l'expliquais, Ariel, de rentrer, d'avoir ce prisme dirigeant. Est-ce que dans la fonction publique, vous avez également cet angle? Est-ce que Emmanuel, Pascal ou Véronique, vous aimeriez apporter un éclairage sur cet angle dirigeant?
Qu'est-ce que c'est un dirigeant dans la fonction publique qui mène la transformation? Alors, il faut rouvrir les micros peut-être. Donc, Ariel, c'est bon. J'ai rouvert les micros. Il faut juste que je donne la parole à Emmanuel. Non, voilà, ça marche là. De mon expérience, d'une part, bon, Emmanuel pourrait sans doute mieux expliquer dans sa position de directrice, mais moi, en tant qu'adjoint, j'ai vu que d'une part, c'était une commande qui émanait en particulier du préfet de région en termes de réorganisation, et que du coup, il fallait que l'on se lance dans le dispositif de fusion qui était la marche à suivre qui nous était demandée. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que même si, alors Emmanuel l'a un petit peu esquissé tout à l'heure, mais le contexte pour nous était plutôt favorable, avec 2 directeurs, hein, et au final, il n'y en aurait plus qu'un, mais qui s'entendaient bien et qui étaient dans la même démarche, dans le même état d'esprit. Et donc, l'expérience d'Emmanuel sur la transformation précédente en Grand Est, qui était aussi un élément favorable. Mais de bien se dire qu'à ce moment-là, malgré tout, faire appel au coach était un élément important et intéressant, parce que c'est pas seulement quand tout va mal et qu'il y a vraiment le feu, il faut faire c'est comme en matière de sécurité, il faut faire de la prévention. Et là, c'était bien que même s'il n'y avait pas des éléments d'alerte forcément a priori, de faire appel quand même, et donc en tant que dirigeant d'avoir la conscience de l'utilité, mais ça rejoint le début des propos sur l'utilité de tout ce que peut apporter le coaching. Et peut-être pour compléter, et merci pour compléter, peut-être dire que ça s'est intégré, je dirais, pour nous dans une culture ministérielle qui fait que la valeur ajoutée, l'intérêt et une forme de facilité à mobiliser du coaching en tant que de besoin sont, je pense, aujourd'hui de mieux en mieux intégrés. Et ce qui fait que par rapport à la question initiale, est-ce que c'était une routine, un mystère, etc., je n'irai pas jusqu'à qualifier de routine parce que c'est important, c'est des moments particuliers, donc ce n'est pas du quotidien. Mais dans certains moments, ça devient une évidence parce qu'on est familiarisé et qu'il y a une culture qui s'est développée où on identifie bien la valeur ajoutée. Et je pense que ce qui est un enjeu, du coup, par rapport à toutes les questions que je vois sur comment sensibiliser, etc., je pense qu'il y a un sujet, voilà, je suppose, et voilà, d'autres le diraient mieux que moi, mais que dans une entreprise, on pourrait parler de culture d'entreprise. Dans la fonction publique, ça relève aussi, du coup, de la culture, voilà, soit de la fonction publique d'État, soit de chaque ministère, ou à une certaine échelle de chaque direction. Et on essaye, nous aussi, au sein de notre direction, de favoriser le recours à du coaching collectif quand on sent que c'est opportun, et de faire connaître à nos chefs de service, à nos cadres, comment ça peut marcher et ce que ça peut apporter. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une culture. Moi, si je prends mon exemple, quand je suis arrivée en tant que sur une première fonction de directrice en 2012, je ne savais pas vraiment que ça existait. Et l'offre du ministère, au début, j'ai eu l'impression qu'en fait, il fallait être dans les Happy Few pour bien la connaître, en voyant qu'il y avait des collègues qui y avaient eu recours, mais moi, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas où mobiliser, ni comment, ni etc. Et puis, il y a eu voilà, à la fois du partage d'expériences, des occasions où on est ensemble et où on a pu faire aussi du co-développement, enfin, des tas de formes diverses et variées, mais d'une offre qui s'est étayée, qui s'est développée et qui a été de mieux en mieux communiquée. Moi, je suis convaincue qu'à chaque fois qu'on a une expérience comme ça qui associe, par exemple, nos cadres plus jeunes dans leur fonction de chef de service, qu'on leur propose quelque chose, ça reste pour eux, alors jusqu'à présent, j'ai plutôt de la chance, j'ai plutôt que des expériences positives, donc, mais ça reste pour eux quelque chose qui vient s'inscrire dans leur capacité, à la fois dans leur développement, parce qu'à chaque fois, pour nous, je dirais que c'est à chaque fois un perfectionnement ou une dimension supplémentaire. Donc, on en sort à chaque fois grandi en capacité à faire et à penser.
Donc, il y a un apport à chaque fois, je pense à chaque personne qui est dans le groupe, qui va voir la démarche. Et puis, une plus grande facilité à identifier un besoin, à se poser la bonne question, à y recourir, ou pas éventuellement, mais en tout cas, c'est de poser la question. Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet de culture collective qui est majeur, parce qu'on ne demande pas ni aux managers, ni aux cadres dirigeants de savoir tout faire tout seul. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de les aider à se poser les bonnes questions et d'aller chercher les appuis ou les moyens, mais au sens très noble du terme, les ressources dont ils peuvent avoir besoin. Et c'est ça, je pense, cet apprentissage qui est assez fondamental, qui s'est, je pense, voilà, assez inscrit, hein, me semble-t-il, mais qui est toujours fragile quand même, compte tenu de la charge de travail et du temps que ça représente, et qui, du coup, je pense, voilà, nécessite toujours un effort en ce sens. Et je pense que typiquement, l'animation que vous avez aujourd'hui s'inscrit aussi plus largement dans cette démarche. Et moi, je la salue à ce titre, parce que je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée énorme qui peut être apportée, voilà, à la fois dans cette sensibilisation, et qui donne aussi envie de la relayer et de relayer nos expériences à d'autres collectifs là où on travaille, pour être sûr de partager ça. Alors, on a repéré une autre question qui est la question du résultat. Comment, au travers des expériences vécues constructives, promouvoir la valeur de ce qui émerge des interactions humaines pour encourager à lâcher prise sur le contrôle du résultat. Ariel, je trouverais intéressant que tu puisses répondre, parce que on imagine bien que la question du résultat est tout à fait essentielle au sein du groupe d'Anom. Ça se passe comment? La relation au résultat, en fait. Oui, en tout cas, en coaching, ce n'est pas quelque chose qu'on se met en contrainte. Le résultat sera le résultat de l'accompagnement et n'est pas un objectif en tant que tel. Par contre, quand on démarre un accompagnement, on va clarifier les objectifs de l'accompagnement et on va se mettre d'accord avec le patron. Voilà. Et on va ensemble co-construire des indicateurs qui diront, bah oui, le coaching est allé dans le bon sens ou pas. Mais si je reprends l'exemple de tout à l'heure, on n'avait pas pour objectif de retrouver un compte de résultat positif. Ce n'était pas ça l'objectif. Hein. L'objectif du coaching, c'était de recréer une dynamique de la confiance. Et il se trouve que la résultante, c'était que le pays que j'ai accompagné est repassé numéro 1 sur les 9 pays d'Europe. Mais on n'avait jamais le business en tête. Ça, c'est l'expertise des dirigeants. Le coach, il est là pour remettre de l'énergie positive dans le système et libérer les énergies de manière canalisée. Donc, s'assurer que l'équipe travaille pour un objectif commun et faire en sorte que chacun contribue au maximum de ce qu'il peut apporter. Voilà. Donc, ça demande au coach de lâcher les résultats, hein, ça c'est sûr. Et moi qui viens du business, ça m'a pris quelques années pour dépasser ça, je dois dire. Mais ça commence par le coach. Et ensuite, ça passe aux dirigeants. Et c'est souvent un travail qu'on a à faire dans le coaching individuel du dirigeant. D'accord. Donc là, du coup, ça devient maltraitant, hein, pour l'équipe. Hein. Quand il y a obsession de la performance, c'est maltraitant. Eh ben justement, il y a une autre question qui nous a frappé, c'est comment prendre en compte la souffrance collective? Parce qu'en ce moment, on est quand même dans une période où on a des expressions de souffrance à peu près partout. Comment on aborde ces sujets-là dans l'approche du coaching d'organisation? Et je ne sais pas, Véronique, ou peut-être ou Emmanuel, ou Aurélie, ou Pascal, je vous laisse. Où est Thierry? Votre train. Véronique? Alors, c'est une vaste question. Me viennent peut-être plusieurs approches à différents niveaux. Déjà, ce que je trouve intéressant, en tout cas dans le coaching d'organisation, c'est vraiment ce tissage en continu fait par la pratique du coaching d'organisation entre l'individu, le groupe et l'institution. Ça veut dire que quand
voilà, par exemple, moi, j'ai en tête un accompagnement récent où finalement le cadre de cette organisation partait avec un projet, voilà, un projet qui avait vraiment du sens au regard des missions de son collectif. Et en fait, dans le travail de maillage avec l'association du CODIR élargi, il y a eu des signaux d'alerte qui sont manifestés en disant « Attention, on a un collectif très épuisé, on a vraiment un besoin là de remettre la qualité de vie au travail au centre de notre projet. Parce que si on pousse trop loin, là, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans le collectif. » Et du coup, la façon dont, en fait, du coup, ça a amené à complètement renverser la problématique où la qualité de vie au travail est devenue l'enjeu numéro 1 et où tout ce qui était regardé en dessous l'était sous le filtre de la QVT. C'est-à-dire, on va par exemple travailler sur le service aux usagers, mais en commençant par les usagers internes. Et en se disant que de toute façon, si ça profite aux usagers internes parce que ça leur simplifie la tâche, et ben, du coup, ça va aussi profiter aux usagers externes. Voilà. Donc ça peut être une première façon de faire, c'est que par la nature du coaching d'organisation, en fait, et ça crée de la porosité, en fait, entre, vraiment, c'est ça, ça crée de la porosité entre le vécu des agents, des équipes et l'intention de l'organisation. Et finalement, c'est comment on reconsolide un projet qui est solide, qui est étayé et qui prend soin aussi, en fait, du collectif et du coup qui peut mettre en mouvement parce qu'il est ajusté. C'est cette dialectique-là qui est déjà, à mon avis, très, très première. Après, il y a d'autres niveaux d'intervention où on peut être sollicité en direct sur des enjeux de mal-être au travail. Donc, par exemple, des responsables de structures qui sont interpellés par des résultats en matière de risques psychosociaux et qui peuvent aller nous solliciter sur comment ils pourraient s'y prendre autrement pour justement remettre des espaces, recréer un dialogue autour des enjeux, par exemple, de charge de travail. Voilà. Donc là, à cet endroit-là, on va travailler plus directement la question de la souffrance, de la fatigue, de l'épuisement, et ça devient l'objet de l'accompagnement. Et puis, bon, il y a une troisième dimension qui est aussi dans notre rôle. On est bien sûr d'abord au service des demandeurs, mais on a aussi une forme de reporting à l'institution sur ce qu'on tire comme enseignement de nos accompagnements. Et on fait ça très régulièrement pour aider aussi l'institution chaque année à réfléchir finalement sur ce qu'on a pu observer dans les collectifs et qu'est-ce que ça peut inviter à les pas de côté que peut-être ça peut l'amener à faire. Voilà. Donc on a aussi une responsabilité à cet endroit-là aussi de aussi, j'allais dire, illustrer des modes de faire qui ont pu justement prendre pleinement ça à bras le corps et puis aussi aider à réfléchir là où il y a vraiment besoin d'avoir des échanges et des réflexions sérieuses qui viennent bouger des lignes là où c'est vraiment nécessaire. Voilà. Merci Véronique. Oui, et sur cette question, on a une remarque que les IRP peuvent être une source d'information ou un relais pour traiter les risques psychosociaux. Représentants du personnel ou autres. Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est complètement en partenariat qu'on fait ça. On ne fait ça jamais isolément. Bien sûr, on est sur ces sujets-là complètement en alliance avec aussi les services RH, les services, sur ce genre de sujet. Le coaching fait partie des dispositifs, mais le besoin d'interaction est indispensable avec tous les dispositifs existants. Je pense que ça rejoint un petit peu l'enjeu quand on met en place le coaching d'organisation, de bien faire rentrer dans le dispositif de pilotage, le comité de projet, les acteurs clés pour identifier les différentes problématiques. Et juste peut-être ce que je voulais ajouter, c'est une grande plus-value, mais quand on commence à regarder son organisation, son système comme un être vivant, pas seulement fait de processus, de consignes pour nous, Ariel, de circulaires et autres chose qui a tendance à rythmer notre activité, eh bien, on va plus être dans le soin du vivant, du coup, et de l'énergie, de la solidarité aussi au sein des équipes, prendre soin des autres. C'est pas seulement
à l'institution qu'il revient de prendre soin, c'est aux uns et les autres. Donc, c'est en retissant aussi voilà, quelque chose de l'ordre de l'organisme vivant hein, qu'on remet on en a pas mal parlé avec la crise de Caire, mais voilà, qu'on remet le prendre soin. Et le côté, on parle beaucoup de bienveillance, mais il y a le côté être actif, quoi, veiller activement à, ça c'est pas juste voilà, ne pas vouloir nuire, il faut être actif et vigilant pour le bien-être de tous, la qualité de vie au travail. Alors peut-être une question à Emmanuel. Bon, alors, avant de passer la parole à Yoann Olivier, pour prendre un pas de recul, si vous aviez... La question, c'est comment engager finalement ce coaching d'organisation quand on sent que voilà, tout est réuni pour accompagner la transformation. On sent bien qu'il faut qu'il y ait à un moment donné un go du dirigeant pour enclencher la démarche. Emmanuel, si tu avais une suggestion à ce titre, ce serait laquelle pour pouvoir, pour tous nos participants, si tu avais un conseil, une suggestion à ce sujet, ce serait laquelle? Alors, en termes de critères et puis peut-être en termes de lancement, j'aurais tendance à dire que pour moi, les occasions où j'ai eu matière à mobiliser des coachings, c'était par rapport à des démarches de projet. Donc, on les avait déjà un peu travaillées en se disant, bah, a priori, ce projet de transformation, comment est-ce qu'on peut le conduire? Donc, on était voilà, sur des réflexions préalables qui étaient menées en interne, assez matures, et de se dire après, voilà, par rapport à ce qu'on prévoit de faire, est-ce que on pense que c'est important ou pas très important? Et est-ce qu'on pense qu'on a en interne vraiment tout ce qu'il nous faut, ou est-ce qu'on a des besoins d'appui, et après de quelle nature? Et d'une certaine façon, avec cette grille de questionnement d'une simplicité assez biblique, on peut arriver à des conclusions voilà, qui peuvent être différenciées. Enfin, je dirais qu'évidemment, la case où c'est pas important, bon, on peut considérer que ça referme assez vite le questionnement. Si on se dit que c'est très important et que, effectivement, tout en n'étant pas, je reprends là ce qui était dit, il ne s'agit pas d'être focalisé uniquement sur le résultat. Ce qui est important aussi, c'est de faire bien avec les collègues, d'embarquer les collectifs, etc., dans ce type de démarche, de projet, de transformation. Donc, ce qui est important, ce n'est pas uniquement le résultat à atteindre, même si à la fin, il faut arriver quelque part, mais c'est aussi bien sûr la façon dont on parcourt le chemin avec les collègues, de se dire, voilà, on peut, dans certains cas, peut-être, moi, j'en ai pas eu tant que ça à l'expérience, mais avoir besoin d'externaliser une mission particulière. Ça peut être une mission d'écoute, par exemple, ça peut être autre chose. Et puis, on peut avoir un besoin qui n'est pas du tout un besoin d'externalisation. Je pense que ça, c'est important de le partager aussi. Hein. Une démarche, un appui de coaching, ce n'est pas l'externalisation d'une mission, c'est au contraire, c'est un appui très, très interne après. Et de se dire que, alors, je dirais qu'idéalement, c'est quand même bien quand c'est au démarrage, pour dire le go, c'est bien de le situer si c'est possible au démarrage du projet, parce que d'une certaine façon, ça permet, comme on disait tout à l'heure en parlant de taper la balle, ça permet de taper la balle, y compris dans la conception de la conduite du projet, et de finir de se poser les bonnes questions là. Quand je dis finir à cette étape, parce qu'évidemment, on va se reposer des questions sur est-ce qu'on le conduit, est-ce que c'est bien adapté à des étapes ultérieures, mais c'est quand même bien de pouvoir le faire au démarrage. Après, je dirais que sur la durée, s'il y a des besoins qui ont été sous-estimés au démarrage, mais qu'à une étape clé, on se rend compte que là, il y a vraiment un sujet, typiquement une fatigue, par exemple, du collectif qui s'est installé entre la charge de travail, la difficulté de l'exercice, etc. Je dirais que si on sent qu'il y a un besoin qui est insatisfait, ce n'est pas trop tard non plus, même si c'est peut-être moins simple qu'en démarrage de démarche et de projet. Ce n'est pas trop tard non plus, parce que voilà, il peut y avoir un besoin particulier qui se révèle. L'important, c'est d'arriver à l'écouter. Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure aussi sur l'appui, par rapport aux questions de souffrance ou quoi, je pense qu'il y a aussi une fonction de tiers intervenant. Le coach, il est auprès du cadre, enfin, que ce soit au niveau de la direction ou d'un service. Le coach, évidemment, il est auprès
de l'équipe pour laquelle il intervient, mais c'est quand même un tiers. Et donc, il y a un rôle d'écoute qui peut aider à faire sortir des choses, y compris dans nos cultures où on n'a pas tant que ça l'habitude d'aborder les sujets d'émotion ou de vécu par rapport aux situations auxquelles on peut être confronté. Donc, c'est aussi une valeur ajoutée. Donc, je dirais que par rapport au Go, voilà, dans la conception d'un projet, le mieux, c'est de se poser les questions, effectivement, en amont et d'identifier le plus tôt possible les besoins qu'on peut, de ressources supplémentaires qu'on peut avoir envie de mobiliser. Pour autant, ça peut tout à fait venir après, soit parce qu'un besoin nouveau est intervenu, soit parce qu'on l'avait sous-estimé au départ. Voilà. Et après, ça, c'est par rapport à des démarches de projet. Il y a aussi des situations où ce n'est pas par rapport finalement à un projet, mais où il y a une difficulté qui est constatée, qui est rencontrée, et sur laquelle on peut constater que la mobilisation, je dirais classique, de premiers éléments de réponse ne suffit pas, et où là aussi, je dirais de même façon, voilà, ce n'est pas un projet de la même nature de transformation, mais c'est un constat d'une difficulté, de l'insuffisance des ressources dont on peut disposer ou qu'on a pu tester, de la nécessité de faire un pas de côté pour trouver d'autres types de solutions. Et je pense que dans ce cas-là, voilà, c'est tout ce raisonnement qui est à faire et qui permet ensuite de déclencher le go, en espérant avoir répondu à votre question. Activer l'énergie de la créativité du groupe. Alors, je précise pour les uns et les autres que tout est enregistré, y compris le chat, donc les remarques vont vraiment nous être utiles. Et je propose maintenant de passer, de faire un voyage dans le temps, dans le futur. Johan, tu es passionné de science-fiction, voire même je crois que tu en écris. Et on s'est dit que ça serait une bonne idée d'entendre qu'est-ce que tous ces propos t'inspirent, tout cet univers-là du coaching d'organisation et du coaching t'inspire. Voilà, à toi, Johan. Dans le premier sondage, j'ai fait partie des gens qui ont répondu que pour moi, c'était un peu mystérieux le coaching d'organisation. Parce que je ne le pratique pas et que j'en ai forcément un point de vue extérieur. Nous, chez Vraiment, on a beaucoup de travaux qui posent la question d'un futur public désirable. En fait, quand on parle du futur de l'action publique, les 3/4 du temps, l'image mentale qui vient à la tête de tout le monde, c'est Brésil ou la maison des fous d'Astérix. Et c'est toujours amusant de savoir quels sont les imaginaires qu'on sollicite et comment est-ce qu'on les utilise et comment est-ce qu'on peut renouveler les imaginaires qu'on peut avoir. Et c'est un peu le détour que je vous proposais. Alors, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'œuvres de science-fiction qui parlent déjà d'action publique. Alors, autant dire que des œuvres de science-fiction qui parlent de coaching dans l'action publique, ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc, je vais devoir faire un peu de tirer un peu les propos de certains ouvrages pour pouvoir vous en parler. Donc, je vais vous proposer de parler de 3 parce que c'est quand même des gens qui se sont posé la question du futur des organisations et de la façon dont les organisations peuvent être pensées différemment et organisées différemment. Un premier qui est toujours une sorte d'introduction un peu intéressante, c'est un roman de Laurent Kleutzer qui s'appelle Clear, qui est un ouvrage dans lequel on a un binôme interne-externe de 2 participants qui doivent accompagner des collectifs à pouvoir résoudre des situations de crise. Donc, au vu des échanges qu'on a eu aujourd'hui, j'ai pas l'impression de taper trop éloigné là-dedans. Et donc, eux, ils appellent ça le groupe de cohésion interne, ce qui est toujours assez tiré par les cheveux. Le roman est intéressant parce qu'en fait, il pose le fait de dire qu'une organisation a une existence en tant que telle et qu'il y a des personnes qui sont là pour recadrer le sens qu'on va donner en fonction des différentes situations. Et que ce soit des questions de modèles économiques qui s'effondrent, de problèmes d'image ou d'organisation collective, il y a un travail qui est assez intéressant de ce binôme qui d'un côté offre une personne très cartésienne et avec une analyse très factuelle des choses, et de l'autre côté, la seconde personnage qui est très sensible et qui va principalement se tourner sur des questions qui vont être assez proches du quotidien. C'est quoi le titre du roman? Il s'appelle Clear, C-L-E-E-R, de Laurent Kleutzer, et qui est assez marrant. Un second point là-dessus, c'est qu'en fait, après, il y a des gens qui ont essayé de travailler la question de regarder les collectifs en disant peut-être que la vision qu'on a de la hiérarchie n'est pas forcément la bonne pour réfléchir à l'évolution de la façon dont on s'occupe de collectifs. Et il y a donc un roman que je vous conseille très fortement qui s'appelle Les Affinités, qui est écrit par Robert Charles Wilson, qui est un drôle de roman parce que c'est un des rares romans que je connais qui fait un beau travail sur l'avenir des réseaux sociaux et des réseaux sociaux qui soient numériques ou physiques. En fait, il ne pose pas la question en ces termes, il part du principe que tout ça avait existé. Et dans lequel le second, donc, il raconte que des gens ont trouvé une sorte
protocole d'analyse qui explique que les gens ont des formes de coopération différentes les unes des autres. Donc, il y en a une cinquantaine de formes de coopération selon cette start-up qui va proposer aux gens, moyennant rémunération, de pouvoir rencontrer des gens avec qui on collabore vachement mieux. Et pas forcément dans son organisme, mais au sens général, de trouver une cinquantaine de personnes, ce qu'ils appellent une tranche, et qui est un collectif avec lequel on va pouvoir travailler sur soi, sur son environnement et sur les autres. Et le roman, c'est une sorte de percée d'un personnage qui rentre là-dedans et qui va voir le monde transformer progressivement autour de cette simple innovation. Ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation collaborative et qui montre qu'il y a des formes de coopération qui peuvent s'entendre et trouver des manières de résoudre des problèmes parce qu'on a mis des gens ensemble pour pouvoir se discuter collectivement. Et il y a une sorte d'effacement complet, il n'y a pas d'accompagnateur là-dedans, il y a plutôt une sorte de bonne définition du collectif qui va pouvoir travailler et de comment est-ce qu'on ouvre un collectif existant au-delà de la question familiale, professionnelle, et qu'on réussit à considérer qu'il peut y avoir un espace de coopération qui est pertinent et qui nous permet d'avancer personnellement. Et je trouve toujours assez beau cette image-là en général. Le troisième qui, pareil, moi, me titille toujours un peu mon imagination. Donc, il est en cours de parution, donc il est pas, la quadrilogie n'est pas terminée. Donc, il a la chance de s'appeler Terra Ignota, donc, comme les terres inconnues. Je n'ai pas fait exprès. Et c'est un roman qui s'appelle Trop semblable à l'éclair, qui a raflé un gros paquet de prix en science-fiction et qui est écrit par une américaine qui s'appelle Ada Palmer. Et pour le coup, c'est un des ouvrages dans lequel il y a un rôle fondamental d'un accompagnement permanent des gens dans la vie à une sorte de coach. Donc, il y a une sorte de statut, fonction qui existe plus tard dans le futur, qui est une sorte de mix entre un coach, un accompagnateur spirituel, un accompagnateur professionnel, un accompagnateur coach personnel ou collectif, qui s'appelle les sensoyés, qui sont des gens qui ont pour vocation à accompagner des collectifs dans leur organisation de manière permanente, et de manière collective et de manière personnelle. Et donc pour ça, les gens sont organisés en groupes qui s'appellent des bâches, qui sont des équipes ou des familles ou des espaces de convivialité. Mais là où le roman est intéressant, c'est qu'il pose la question qui est de dire comment est-ce qu'on choisit le bon coach pour son bon collectif. Et donc, en fait, il y a plein de profils de points de vue qui appartiennent à des sortes de grandes fonctions de la collaboration. Donc, il y a des gens qui sont... il y a le groupe des humanistes qui va qui va plutôt poursuivre une sorte de réalisation personnelle à la manière des JO ou d'Hollywood, enfin une sorte de culte de la personnalité vachement fort, et donc ils vont plutôt accompagner des gens en individus. Il y a des cousins qui vont essayer de créer de nouvelles formes de solidarité et essayer de se parler collectivement. Il y a les gordiens qui vont travailler principalement sur la compréhension des processus humains et de leur mode de fonctionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit l'appartenance culturelle qu'on va pouvoir avoir dans cet ouvrage, la question est de dire, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement qui me ressemble, auquel je crois, ou un accompagnement qui me transforme? Parce qu'il va chercher des points de vue et des modes d'organisation qui sont complètement différents de moi. Et je trouve que, bon, alors après, le roman parle d'une sorte de grande flexibilité dans les questions d'organisation, parce qu'en fait, c'est un roman qui dit... demain, il n'y a plus de nations, il n'y a plus d'organisations telles qu'on peut les connaître. Donc, en fait, il n'y a que des organisations par affinité, par croyance et par mondialement, les gens se repèrent et votre voisin peut appartenir à un gouvernement différent du vôtre. Mais parce qu'en fait, ils ont dessiné, avec l'accompagnement de ce conclave des sensoyés, qui va progressivement amener à regarder ces choses-là. Et je trouve toujours intéressant cette question qui est de dire, est-ce que quand on fait du coaching d'organisation, on se permet le fait d'envisager que l'organisation peut être radicalement différente, en fait, qu'on puisse se passer de certaines choses. Est-ce qu'il y a certains mécanismes qui sont en place, comme les encadrants, est-ce que c'est encore utile, ou est-ce qu'on n'est pas à l'aube de quelque chose qui pourrait être des formes d'organisation plus libres, plus autonomes, ou plus transversales, et qu'on les assume de manière pleine et totale. Et dans le cadre de ce roman trop semblable à l'éclair, il y a les gens affichent leurs appartenances comme des vêtements. Donc, en fait, il y a des gens qui sont dans l'organisation des lois, mais en même temps, ils appartiennent à la tranche strate de la France, mais aussi, ils sont fans de découvertes scientifiques et leur loisir va être affiché tout autant que leur profession, que leur appartenance sociale et que leur croyance dans l'organisation. Et donc, en fait, il y a une sorte... c'est un drôle de roman à lire. Hein, c'est touffu, hein, pour le coup, je ne vais pas vous le cacher. C'est ardu pour y aller, hein, mais c'est un bonheur quand on est dedans. Mais il y a vraiment cette drôle de situation dans laquelle les gens s'affichent en tant qu'appartenance culturelle, ou ils décident de refuser leur appartenance culturelle et de ne pas l'afficher du tout. Donc, des personnes qui décident d'être dans le droit noir et de dire qu'ils refusent d'afficher
aucune appartenance à un collectif, et c'est la manière dont ils vont pouvoir se constituer. Voilà. Oh, merci Johan de cette ouverture. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, sur mon écran, il y a une participante qui a mis un fond d'écran mouvant d'un paysage d'île avec un palmier sous le vent. Donc, ça faisait un air frais du futur, de la lecture du roman, donc qui nous rappelle la beauté de l'écriture et comment elle peut nous inspirer. Et justement, en parlant d'inspiration, je vous poste dans le chat une question. On a envie de vous lire toutes et toutes qui avaient participé, parce qu'il est 11h55 et on va clore. Je vais donner la parole à Aurélie et Thierry pour la conclusion. Et pendant ce temps-là, voilà, maintenant que j'ai entendu et partagé tout cela, avec quoi je repars? Qu'est-ce que ces échanges m'ont appris sur ce qui pourrait être mis en place comme coaching d'organisation dans mon organisation? Et allez-y, lâchez-vous, tout ça est enregistré, on en prend note et ça va inspirer la communauté des coachs de la DITP et tous ceux qui ont été là. On partagera. Et tout sera mis en ligne, donc y compris vous savez que nous sommes enregistrés, je ne l'ai pas dit au début, mais voilà. Vous aurez l'occasion de revisionner les choses si ça vous intéresse. Aurélie, Thierry, à vous la parole et je vous en prie, je pense que votre micro est ouvert. C'est à vous. Merci beaucoup Caroline et merci à tous. Merci à nos intervenants parce que j'ai vraiment senti de la sincérité, de l'ouverture, de la simplicité. Et voilà, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on avait envie d'être. Donc, un grand merci. Et merci beaucoup à tous nos participants, parce que alors, on n'a pas été dans les salles, mais des questions que l'on a récupérées via le chat et que Baptiste a bien tout enregistré. On a pu un peu répercuter quelques-unes seulement. C'est hyper intéressant de voir déjà qu'on se pose un peu des mêmes questions et de voir aussi sous quels angles on peut aussi aborder le coaching d'organisation. Peut-être voilà, certains prismes qu'on met pas assez en avant, qu'on ne prend pas assez en compte. Donc, un grand merci. J'aurais bien aimé être un petit peu dans toutes les salles, donc un petit peu de frustration aussi. Mais bon, c'est pas grave. Je ne suis pas encore un être de science-fiction doté de super pouvoirs. Donc, voilà. C'est important pour nous, je vous disais, de parler de coaching d'organisation parce que c'est un petit peu au cœur de l'offre de service de la Direction interministérielle de la transformation publique. Donc, pour les organisations publiques qui n'auraient pas un pôle de coaching aussi voilà, solide que celui du MTES incarné par sa chef, Véronique, voilà, n'hésitez pas à faire appel à la DITP. Et sachez que par ailleurs, on intervient en interministériel, c'est-à-dire qu'on mobilise la communauté des coachs, on met toutes nos énergies, toutes nos compétences, tous ensemble pour, voilà, au service de nos accompagnements. Et alors vous dire aussi, vous l'avez entendu dans les témoignages d'Ariel et dans les témoignages de Véronique, quand on parle d'ensemble, il n'y a pas seulement l'interministériel, c'est avec nos prestataires. Je vous parlais voilà, de la qualité de nos relations. Et elle s'incarne aussi dans les prestations. On prône vraiment l'intervention en binôme, coach interne, coach externe. Et j'espère que voilà, ce voyage qu'on a fait tous ensemble pendant 2 heures est un peu le reflet de ce mode de collaboration, ce mode de travail. J'espère aussi que ça permet de rendre un petit peu plus visible la place du coaching au sein de l'État. Et des organisations publiques de façon plus générale. On essaye de fédérer des coachs internes pour qu'on réfléchisse tous ensemble, qu'on se consolide tous ensemble, qu'on tienne un petit peu chaud parce que parfois on est un petit peu seul dans nos organisations. Donc voilà, c'est important aussi pour nous d'avoir des moments pour nous réunir, pour penser ensemble et voilà, juste avoir des moments un peu tout doux tous ensemble. Je fais un petit teasing aussi. Véronique a parlé de l'importance de retourner à l'organisation, les retours d'enseignement, de nourrir son organisation de ce qui est observé
dans les accompagnements. On voudrait un petit peu suivre à cet exercice. On n'a pas encore réfléchi à comment faire, mais dans notre prochaine webconf, dont on a fixé la prochaine date, donc au 31 mai, donc on garde nos mardis de 10 à 12. Et voilà, on va tous ensemble avec notre communauté de coachs et notre communauté de prestataires réfléchir à la configuration de cette webconf où on partagerait nos grands de façon évidemment complètement anonyme et voilà, sans que ça doit dévoiler une quelconque organisation, mais voilà, ça nous semble important aussi de nous muscler sur ce savoir-faire et sur cette visibilité aussi vis-à-vis de nos organisations. Voilà ce que je voulais partager en conclusion. Merci. Thierry, tu veux dire quelques mots? Oui, je veux bien dire quelques mots. Merci beaucoup Aurélie pour tout ce que tu as dit et je m'associe pleinement à toutes ces paroles. Juste vous dire que voilà, on a vécu un moment assez particulier, singulier, et assez extraordinaire en votre présence. Merci d'avoir été présent. Moi, j'entends, je vois une belle richesse, une belle énergie en tout cas qui nous donne voilà, l'envie de poursuivre les projets sur lesquels on est lancé. Donc ça, c'est hyper chouette. Et en particulier avec la communauté interministérielle des responsables de pôle de coaching, hein, qui a été créée il y a quelques années, mais qui a permis l'émergence de beaucoup d'éléments, en particulier du marché interministériel, et aussi pour faire un petit clin d'œil à Johan avec les livres et là où il nous a amené avec le rêve, le guide sur le coaching professionnel dans la fonction publique que vous retrouverez bien évidemment sur le site modernisation.gouv.fr avec l'offre de services de la DITP. Donc n'hésitez pas à aller nous visiter sur le site internet, à retrouver ce guide du coaching avec la cartographie des pôles de coaching dans la fonction publique. Je pense que ça peut être en tout cas inspirant sous différents aspects. Et en tout cas, encore mille merci de votre présence. Merci beaucoup à Terre Inconnue et à vous tous qui avez permis, en tout cas, la réalisation de ce webinaire. C'est hyper chouette et moi, j'attends avec impatience le 31 mai. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Je ne sais pas si Caroline… Je reprends la main juste pour dire que je propose aux intervenants, à nos invités, juste de rester 4 minutes, juste le temps de clore et de se dire au revoir si vous les avez, si vous pouvez nous les offrir. Et on dit merci, au revoir à tous nos participants pour avoir été là nombreux et actifs. Excellent projet à tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.